Bienvenue sur Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro un architecte ou un designer, une marque reconnue ou émergente, un entrepreneur ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco. Son parcours, son métier, son quotidien, son univers, ses goûts, on saura tout. Enfin, j'espère. Aujourd'hui, je reçois Elisabeth Le Riche. Vous ne la connaissez peut-être pas, pourtant c'est un peu grâce à elle si vous avez un joli canapé en velours pile dans l'air du temps, une lampe style art déco ou de nouvelles tasses en céramique. Son métier, chasseuse de tendances. Directrice de son bureau de style éponyme, Elisabeth repère, observe et décortique les tendances actuelles qu'elle retranscrit ensuite à ses clients pour les aider à les mettre en perspective. Un métier passionnant, on l'imagine déjà. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Vous n'aimez pas trop ce terme, mais on vous définit souvent, comme je viens de dire, comme une chasseuse de tendances. Concrètement, ça veut dire quoi, chasser les tendances ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre métier ? Alors c'est vrai que j'aime pas tellement le terme chasseuse de tendances, j'ai toujours du mal à définir mon métier. Mais bon, je dirige un bureau de style, parce que le cœur de mon métier, c'est de faire du style. Alors comment on fait du style effectivement ? On accompagne des marques notamment pour développer leur collection et leur dire quoi fabriquer. Là, nous sommes en train de travailler sur 2020. Donc nous nous projetons quand même longtemps à l'avance car pour mettre au point du mobilier, il faut un peu plus de temps. Quand on travaille dans le domaine de la mode, on fait aussi des tendances. Donc pour la mode, c'est un temps plus court en fonction de la saisonnalité bien sûr. Ah, je croyais que c'était plus long d'ailleurs. Je croyais qu'on travaillait sur 2-3 ans en avance. Alors ça dépend, mais quand il y a des collections à sortir, en général, ça peut être 6 mois. Voilà, pour la déco, c'est plutôt 1 an et demi d'avance. Voilà. Ok, d'accord. Alors, grande question, qu'est-ce qu'une tendance ? Comment on la repère ? Comment elle naît ? Comment elle s'installe ? Et pourquoi on mise dessus ? Alors, plus qu'une tendance, je parlerais de courant et d'histoire. Parce que comme je vous ai parlé du style, moi j'accompagne les marques sur des histoires de style. Voilà, donc évidemment il n'y a plus une tendance forte, il y a de multiples tendances. Et notre métier c'est aussi d'être au bon moment pour la bonne personne. Oui. Selon la marque qu'on accompagne, les tendances ne sont pas les mêmes. Si on est pour un marché haut de gamme, on sera peut-être plus prospectif. Si on est pour un marché plus bas de gamme, il faut être au bon moment puisque le consommateur, il va demander le produit, il va l'acheter. Si on est trop en amont, il ne marchera pas. Oui. Et si on est trop en retard, il ne marchera pas non plus. Donc en fait, notre rôle, il n'est pas si facile que ça parce qu'on se doit d'avoir des résultats économiques. Mais concrètement, donc, comment vous travaillez pour les détecter, ces tendances en amont ? Qu'est-ce qui vous nourrit ? Comment vous les trouvez ? C'est par les voyages ? C'est par vos lectures ? Ou est-ce que vous avez un sixième sens ? Alors, j'ai pas de sixième sens, non. On me demande toujours c'est quoi la couleur, tendance, etc. Donc, j'ai toujours du mal à répondre pile poil sur une question très précise puisque c'est une analyse générale. Et l'analyse générale, on la fait évidemment en humant l'air du temps. Donc, il y a une partie instinctive dans mon travail avec des partis pris. Je vais préconiser des histoires à raconter avec des codes, couleurs, matières, formes. Là, je reviens à mon travail de styliste. Donc, quand on va partir d'une tendance, je vais schématiser. Par exemple, pendant longtemps, il y aura eu le noir et le blanc. On sait que c'est un cycle et qu'après le noir et le blanc, il va y avoir un retour de la couleur. Voilà, donc en fait, les tendances, c'est comme un cycle et ça s'analyse par tout ce qui se passe dans notre société. Donc c'est vrai que c'est un métier où on est tout le temps connecté à la nouveauté, à l'analyse de ce qui se passe dans les courants sociétals, nos évolutions de mode de vie, et stylistiquement parlant, on s'inspire de tout, de ce qui se passe dans l'art contemporain, de ce qui se passe dans la culture, de ce qui se passe dans la rue, de ce qui se passe dans la mode. Donc on est comme un synthétiseur, et on va analyser ces courants, donc les retraduire au niveau de chaque client pour l'aider, lui, à aller toucher ses propres clients. Ah oui, d'accord. Mais justement, donc, comment vous travaillez avec vos clients ? Concrètement, est-ce que vous leur faites un compte-rendu ? Vous leur donnez des moodboards ? C'est juste une grande conférence où vous les accompagnez au fur et à mesure de l'année ? Alors, il y a plusieurs étapes. En général, donc là, je vais préparer, par exemple, pour la Redoute intérieure, les tendances 2021. Donc là, je travaille plusieurs mois en avance et je prépare un grand audiovisuel.
Cet audiovisuel, je le présente devant toute la société et il me faut 4 mois à peu près de travail pour élaborer les thématiques dans lesquelles je vais guider les designers. Donc en fait, au démarrage, je travaille sur des analyses et je thématise les choses. Donc on travaille sur un esprit contemporain, un esprit bohème et un esprit traditionnel. Donc on a une méthodologie de travail où on fait des grandes catégories et des grandes familles. Et après, dans ces familles, on va raconter des histoires, couleurs, matière, forme, et on va emmener les créatifs, puisque là je m'adresse à d'autres bureaux de designers et un bureau de style intégré. Et là, moi, je leur donne une ligne à suivre et ils vont travailler d'après les thématiques que je leur donne. Alors, quelle est la tendance déco du moment? Alors c'est toujours les tendances. Voilà, pardon. c'est toujours difficile pour moi d'imposer et de dire la tendance du moment c'est ça. Moi j'en privilégie certaines. Bon, le vrai sujet de fond aujourd'hui, je pense, je ne sais pas si c'est un sujet de tendance en tant que tel, mais c'est un sujet fondamental. C'est toute cette prise de conscience autour de sauvegarder notre planète et fabriquer et consommer différemment. Je vois beaucoup d'étudiants qui sortent d'écoles d'art et beaucoup d'expositions. Et le vrai sujet des jeunes designers de demain, c'est comment ne plus produire trop, produire différemment et créer des objets qui vont nous rendre la vie et la planète plus propres. Donc c'est difficile d'ériger ça en tendance pour nous parce que c'est un sujet pérenne. Mais c'est un vrai sujet d'enjeu pour notre société et pour moi, c'est un sujet clé. Oui, mais alors en déco, comment ça se matérialise? Alors en déco, c'est très difficile à travailler parce oui. qu'évidemment, on n'est pas dans le style, on est dans quelque chose de fondamental. Et fabriquer un meuble propre, sans colle, sans résine, etc., c'est compliqué. Mais il y a un sujet sur la façon de consommer différemment. Donc il y a une grande tendance qui est quand même très présente depuis plusieurs saisons, c'est le fait main, les pièces uniques, l'artisanat, le craft, etc. Donc aujourd'hui, il y a un engouement. On voit des jeunes designers qui ont fait des écoles de design qui se remettent à faire de la céramique, à fabriquer leurs meubles avec leurs mains, à aller chercher le bois dans la forêt. Donc, on est dans une société qui se dématérialise, mais on assiste à cet réancrage avec la matière et de retrouver le sens du travail fait à la main et de la pièce unique. Pour moi, c'est une tendance, mais qui n'est pas antinomique avec la construction en 3D d'objets multiples. Donc c'est pour ça que notre société est passionnante aujourd'hui, parce qu'on vit des évolutions technologiques qui vont nous permettre de faire des choses très différentes, et en même temps on a ce besoin de retrouver des choses presque archétypales. Donc voilà, c'est très excitant. Donc c'est pour ça j'ai du mal à vous définir quelle est la tendance. Voilà, moi la tendance, c'est de retrouver du sens, de consommer moins et d'avoir une vraie connexion avec la nature. Du coup, j'allais vous demander quelles étaient les tendances côté matériaux, côté couleurs, côté revêtements, côté objets déco. Vous avez peut-être un peu répondu. Est-ce que vous pouvez répondre peut-être plus précisément sur chacune? Oui, je crois qu'il y a ce retour et ce besoin d'être ancré avec la matière. Donc on va se retrouver avec des matières naturelles, aussi beaucoup de tissage, des choses faites à la main. Et on va retrouver aussi cette force de la pierre, cette force du béton également, mais connectée avec une nature. Au dernier Maison et Objets, j'ai mis en scène cette tendance minimale brutaliste, où là, j'ai voulu démontrer qu'on avait besoin de cet ancrage avec nos racines, avec des matériaux lourds, il y avait des tôles de métal, il y avait des effets de rouille, d'érodation, il y avait du bois noirci, il y avait des choses un petit peu fortes comme ça dans ces matières, mais en même temps avec de la poésie et un côté très wabi-sabi, très zen, très japonisant, parce qu'on a aussi besoin de réenchanter notre quotidien avec cette notion de poésie et cette délicatesse de la nature et ce côté paradoxal du lourd et du léger. Mais on parle souvent, là on parle de tendance, mais si on regarde de près, on se rend compte quand même souvent ce sont des renouveaux. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais comme un éternel recommencement. Par exemple là c'est la tendance art déco, mais elle existait il y a 100 ans. Le vintage c'était déjà il y a 50 ans. Le terracotta dont on parle aujourd'hui c'était le saumon d'il y a 20 ans. Pourquoi les tendances reviennent-elles et surtout pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de tendances qui sont plus natives, je ne sais pas si c'est le mot, mais qui débarquent comme ça, qui sortent de nulle part? Alors en fait, je crois que la création ne sort pas de nulle part. C'est un processus créatif qui se nourrit
d'une histoire, de racines, et qui réinvente à chaque fois. Donc on voit les créatifs qui travaillent, par exemple, il y a toujours une référence à une forme ou à un imaginaire. Donc on ne part pas de rien, et donc c'est pour ça qu'on a souvent l'impression d'avoir déjà vu ces choses. Mais aujourd'hui, par exemple, ça s'explique parce le futur fait peur aujourd'hui. Donc c'est très difficile de se projeter dans quelque chose qui fait peur. Donc on voit un besoin de réenracinement et de réassurance, et le consommateur est demandeur de choses qui réassurent. Donc quand on va créer quelque chose de complètement futuriste ou nouveau, parfois il ne se vend pas. Donc il y a plein de créateurs en mode qui peuvent complètement se lancer dans des choses complètement futuristes entre guillemets, ou complètement nouvelles. Grâce à ces nouvelles technologies aussi, on a des nouvelles. C'est aussi la technologie dans l'histoire de l'art qui fait avancer les choses et qui va permettre de fabriquer de la nouveauté. Mais là, en ce moment, on est plutôt dans des tendances rassurantes. Toujours dans cette veine, j'ai remarqué aussi pourquoi quelque chose qui existe naturellement devient parfois tendance. Je pense par exemple, là, il y a une grosse tendance coquillages et crustacés. Mais il y a toujours eu des coquillages dans la nature, sur la plage, il y a toujours eu des gens qui collectionnent les coquillages. Qu'est-ce qui fait que soudain, le coquillage est à la mode et que tout le monde veut des coquillages dans sa déco ? En fait, il y a des cycles. Donc, à un moment, voilà, ça tombe en désuétude. Et puis après, il y a un retour. Et de toute façon, je pense aussi, cet engouement autour des coquillages et de la mer, c'est aussi un sujet de société quelque part. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce réchauffement de la planète, il y a tous ces coraux qui sont en danger, donc il y a une prise de conscience qui fait que tout d'un coup, il y a des sujets qui sont remis sous les projecteurs. Et donc, c'est des cycles. Et par exemple, le sujet de l'eau est un sujet primordial. Aussi, le fond des abysses, peut-être des territoires qu'on n'a pas encore complètement explorés. Donc, c'est quelque chose de possible. Donc, c'est quelque chose, justement, qui est très dans l'air du temps parce que c'est un sujet de société aussi. J'allais vous demander, et celle de demain, est-ce que vous avez déjà une idée des tendances qui sont embryonnaires pour l'instant, mais que vous présagez, que vous sentez arriver tout doucement, mettons, on est en 2019, pour 2025-2030 ? Alors je pense qu'il va y avoir il y a une vraie prise de conscience sur le bien-être, sur vivre sainement, sur s'alléger, sur se nourrir sainement, sur voilà, quelque chose qui va peut-être se faire à travers la science, à travers des choses beaucoup plus futuristes entre guillemets, mais ce besoin de vivre en bonne santé. Il y a une vraie prise de conscience des gens aujourd'hui sur cette notion de bien-être, et je pense que c'est quelque chose qui va s'affiner. Je ne vais pas parler de tout ce qui est prolongation de la vie, de l'être humain, etc. Mais c'est des vrais sujets de société qui vont influencer le style. Je reviens à une question sur la naissance d'une tendance. Quand devient-elle obsolète ? Est-ce qu'on peut programmer la fin d'une tendance ? Alors bien sûr, parce qu'en fait quand on en voit trop, quand tout d'un coup il y a une overdose d'un style, parce qu'il a été exploité de tous les côtés, il y a un rejet. C'est-à-dire pendant longtemps là, on est dans une société paradoxale. Donc il y a des choses qui cohabitent et qui sont antinomiques. Notamment pour le salon Maison et Objets, j'ai mis en scène une tendance minimaliste. Mais à côté de ça, j'ai mis en scène une tendance luxurie, où on va retrouver encore le marbre, le laiton, le velours. Pour moi, c'est une tendance commerciale, mais ce n'est plus une tendance prospective, puisque ça fait déjà plusieurs saisons qu'elle est sur le marché. Et j'ai envie de valoriser ce retour au minimalisme et à l'essentiel, parce que pour moi, aujourd'hui, dans notre société, cette trop de consommation fait réfléchir sur le sens des choses, et peut-être que d'avoir moins mais mieux est plus qualitatif et plus porteur de sens. Donc pour moi, la tendance minimaliste va être plus prospective, mais les deux vont cohabiter en même temps quand même, et peut-être que commercialement, on vendra plus de coussins en velours que de coussins en grosse toile de lin un peu rustique et minimaliste. Est-ce que pour faire tout ça, vous travaillez plutôt seul ou vous avez une équipe ? Alors moi j'ai une équipe et je travaille avec des gens de différents horizons, et c'est très nourrissant parce que je prends des graphistes, des photographes, des stylistes, et du coup chacun est indépendant et tout le monde amène à mon bureau son supplément d'âme. Oui. Et du coup c'est une bonne synergie parce que chacun a d'autres activités et a d'autres clients. Et du coup, ça donne beaucoup de dynamisme au bureau. Des échanges très riches. Exactement.
Est-ce que vous êtes déjà trompé sur une tendance, soit en annonçant une tendance qui s'est jamais imposée, ou peut-être en négligeant une tendance qui finalement s'est imposée? Oui, bien sûr. Moi, je me suis trompée. La dernière fois, j'ai amené des gammes de violines autour des mauves et pour l'instant, Ah, j'ai l'impression que ça décolle ah pourtant. bah j'ai dû l'amener trop tôt. Voilà. Donc et ça s'est pas bien vendu. Voilà, il y a toujours la sanction. Oui. C'est assez intéressant, hein, voilà, parce que on a des perceptions. Moi, j'ai des intuitions. Je me trompe rarement. D'ailleurs, mes clients sont fidèles, mais ça arrive. Voilà, il faut pas être trop en avance et il Oui. faut bien juger du créneau. Mais il y a des choses qui peuvent ne pas être reçues encore par le grand public. Justement, vous parliez des couleurs. J'avais lu dans une interview que vous avez donnée que vous accordez beaucoup d'importance à la couleur. Alors moi c'est mon dada, les Ouais. couleurs, j'ai toujours aimé ça et c'est vrai que je passe beaucoup de temps à faire les gammes de couleurs. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'ai une bonne sensibilité à la couleur. J'ai aussi une formation de créatrice textile, Ah oui, d'accord. donc ça me sert énormément et je fais beaucoup de gammes de couleurs et c'est quelque chose que j'aime bien manier. Voilà, je suis très à l'aise avec la couleur et c'est Oui. quelque chose qui m'enchante. Et qui vous inspire Ah bien sûr, ah oui, oui, puis pour c'est après en infini. découler. Oui. Voilà, je trouve que les gammes, les nuances, je trouve que, voilà, moi je m'inspire, j'ai toujours besoin de me reconnecter avec la nature et je suis admirative de toutes ces couleurs et ça me nourrit et c'est pour ça que d'ailleurs je me fais des breaks régulièrement, je fais des voyages et des connexions et des immersions dans la nature. J'ai besoin de ça pour être créative et pour me nourrir et notamment au point de vue Oh, des couleurs. couleurs. Ah oui, c'est intéressant. Rien à voir, mais aujourd'hui vous êtes l'invité d'un podcast. C'est un nouveau format qui explose. Alors ça n'a rien à voir avec la déco, mais est-ce que vous y verriez une explication? Pourquoi il y a un retour de l'audio? Alors déjà, moi, l'audio, moi, j'écoute beaucoup la radio et je trouve que c'est un moyen de laisser notre imagination vagabonder. Et donc, je trouve ça assez logique car on est tellement assailli d'images, on a tellement de visuels que trop d'images, ça sature un peu. Et je trouve que l'échange sans images, la voix, le son, nous emmène dans d'autres sphères et en tous les cas dans l'imaginaire. Et pour moi, c'est très porteur. On coupe plusieurs bureaux de style à Paris. Je me demandais, est-ce que vos recommandations sont communes? Est-ce que vous obtenez les mêmes résultats? Est-ce que parfois même vous travaillez ensemble ou au contraire c'est au premier qui trouvera un peu la nouvelle pépite? Alors, je dirais que c'est pas comme ça, parce que bon, il y a différents formats. Moi, j'ai été formée chez Nelly Rodi, qui était quand même une grande agence. J'ai fait 5 ans, j'ai appris mon métier. Là-bas, je savais même pas que ça existait, un bureau de style. Donc, je suis très reconnaissante à ce gros bureau. Après, j'en suis partie. Et moi, je suis une toute petite entité. Et du coup, je fais pas du tout le même travail qu'un gros bureau. Je fais vraiment un travail sur mesure. Je ne fais pas de cahier généraliste que je vends à tous les clients. Donc c'est pas du tout, enfin on n'est pas Vous du tout travaillez pas par exemple, concurrentiel, vous n'êtes pas on en travaille pas de la même concurrence. façon. Par contre, ça m'arrive de travailler avec certains bureaux en corrélation, en bonne intelligence. Donc chacun a sa place. Je vais vous faire travailler un petit peu, c'est juste pour qu'on se rende un peu mieux compte de vos journées. Je me suis dit qu'on allait inventer une semaine type. J'ai choisi des créneaux et vous pouvez éventuellement me dire ce que vous feriez à ce moment-là. Par exemple, que faites-vous le lundi à 9 heures? Alors le lundi à 9 heures, ben, on ouvre le bureau et on se retrouve toutes pour se faire un petit point sur le planning de la semaine. Le mardi à 17 heures. Le mardi à 17 heures, parfois on pique un fou rire à 17 heures. Ah, Ça nous arrive de décompresser un petit peu. Voilà, on est encore en plein travail parce que je crois que nos journées sont quand même très très remplies. On est souvent encore au bureau à 20 heures. le mercredi à 13 heures. Alors on déjeune sur le coin de la table et on discute nos projets en déjeunant, mais rapidement. Le jeudi à 20 heures. Donc vous sortez du bureau. Alors on essaye, si on est courageux, d'aller à un petit vernissage, Ouais. voilà, ou sinon on rentre se mettre au chaud, ça dépend des périodes. En ce moment, vous rentrez vous Eh mettre au oui. chaud. Le vendredi à 14 heures. Le vendredi à 14 heures, on est encore à fond dans le travail. Voilà, on se dit mince, la semaine se termine, on n'a pas fini. Oui. Donc en général, on revient le samedi et souvent le dimanche. Ah oui. Quel est le moment de la journée que vous préférez? Moi, j'aime bien l'heure du déjeuner où tout d'un coup, voilà, on se fait un petit break et on se retrouve. On est essentiellement des filles au bureau. On se retrouve autour de la table et c'est assez sympathique. Alors, je fais un petit retour en arrière maintenant qu'on a bien compris votre métier. On peut se demander comment est-ce que vous en êtes venu à faire cela? Quelles études vous avez suivies par exemple? Alors moi, en fait, depuis que j'ai 9 ans,
je savais que je voulais travailler dans la décoration. Par contre, je ne savais pas qu'un bureau de style existait. Voilà, mais j'ai très très petite, j'étais sensible, peut-être grâce à ma grand-mère qui habitait au Maroc et avec qui j'allais faire des bouquets tous les jours. Elle m'a ouvert les yeux sur la beauté du monde et j'ai toujours su que je voulais participer à cette beauté. Alors c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, Non, pas du mais, tout, mais... c'est vrai que j'avais cette sensibilité-là. Après, j'ai fait des études d'art, j'ai fait l'école du Louvre, qui est donc de l'histoire de l'art, et en même temps, j'ai fait un atelier de création textile. Donc mon premier métier, c'était de dessiner des motifs pour le textile, d'où ma sensibilité déjà à la couleur. Et mon grand rêve était de travailler pour Manuel Canovas, quand j'avais 16 ans. Et à 23 ans, le téléphone a sonné chez moi et Manuel Canovas m'a appelé. Et voilà. vous avez travaillé... Et j'ai travaillé pas pour dessiner, mais j'ai travaillé pour tout ce qui était scénographie pendant 5 ans, faire tous leurs stands, leurs événements, et ça a été un super pied à l'étrier. Je veux démontrer par là que la pensée crée. Voilà, mon rêve était de bosser pour lui, et je l'ai tellement pensé que c'est arrivé, et plusieurs fois dans ma vie professionnelle, j'ai eu des opportunités comme ça. Ouais, la force de la pensée créative fait que les choses vous arrivent, et cette part comme ça, un peu, c'est pas du hasard, parce que je pense que justement, par la force de la pensée, il peut nous arriver des choses, et moi, quand je me mets dans mon rôle, bon, d'abord je suis passionnée par mon travail, donc je suis complètement happée par mon travail, c'est-à-dire que voilà, quand je voyage, que tout ce que je fais, en fait, je l'enregistre, me nourrit et je le redonne, mais dans cette perspective de donner à l'imaginaire une part très importante. Voilà. Donc j'ai toujours été une petite fille avec un imaginaire assez débordant, j'ai toujours fait des dessins dans tous les sens, etc. Et je pense que c'est aussi ma nature profonde et ça me sert énormément dans mon travail. C'est un métier, en plus là vous venez de le dire, qui semble assez plaisant. Est-ce qu'il y a un revers de la médaille, quelque chose de difficile Alors c'est un métier sur lequel on est toujours sur le fil du rasoir. Donc en fait, moi je me fatigue beaucoup moi-même. Ah oui. Parce que à je remets... de penser, de oui, parce que c'est toujours... voilà, je suis toujours en action. C'est toujours en alerte et parfois c'est fatigant, donc j'ai besoin de faire des pauses, donc c'est pour ça par exemple j'ai mon petit coin de paradis qui est Cape Town en Afrique du Sud où je vais me ressourcer régulièrement parce que ça me renourrit et ça nourrit mon imaginaire, mais c'est un métier où quand même il faut être très curieux. Et c'est génial, mais parfois c'est fatigant. Et donc on a besoin de faire des pauses pour se ressourcer. J'arrive très très bien à me couper pour mieux revenir. Et après, je suis toujours tellement contente de partir, tellement contente de revenir. Oui. Vous nous diriez comment c'est chez vous ? Alors, chez moi, il y a de la couleur. J'ai peint les murs avec des verres mousse, des verres kaki, des céladons. Donc, je suis plutôt dans des tons apaisants qui me permettent de me relaxer. Et puis, j'ai des matières naturelles telles que du bois, des coquillages, puis beaucoup de choses ramenées de mes voyages. Notamment, je collectionne des vanneries et j'aime beaucoup tout ce qui est ethnique. Et puis, il y a beaucoup de coussins parce que j'aime le textile, les motifs. Et j'aime m'enrouler dans des grands plaids et toucher des coussins en velours. Ah oui. Le fait de voir constamment de nouvelles inspirations, des nouvelles tendances, justement, est-ce que ça vous donne envie de changer régulièrement votre déco ou c'est la même depuis longtemps ? Alors j'aime bien changer, mais en même temps, je suis assez fidèle. Je range des choses, je les ressors, je les re-range, ou j'achète quand même pas mal de choses à chaque fois que je vais en voyage. Donc il y a pas mal de petits objets qui tournent, et notamment tout ce qui est textile et coussins. Vous faites un métier qui est très créatif, on en parlait. Est-ce que vous l'êtes aussi quand vous êtes à la maison, je ne sais pas, d'écriture, des choses avec les mains, de la cuisine, du do-it-yourself, ou beaucoup moins ? Alors je crois que comme mes journées sont tellement remplies, quand je suis chez moi, j'aime ne rien faire. J'ai besoin, je crois, de ne rien faire. J'aime bien faire la cuisine, mais pas plus, ou voilà, recevoir des amis et me détendre et surtout bouquiner, voilà. Mais j'ai besoin de temps de repos. De repos, oui. On va terminer avec les questions à Watt 1000. Bon, ce sont 3 petites questions pas cher payées, vous allez comprendre. Donc, question à 2 €. Quelle est la tendance la plus stupide, sous-entendu la plus improbable, que vous ayez observée ? Alors, c'est pas une tendance, mais c'est quand on me demande qu'est-ce qui est in et qu'est-ce qui est out. Ah oui. Je déteste répondre à ça.
Parce que c'est difficile? Non, parce que voilà. Tout est in pour vous. Oui, parfois, Tout voilà. a le droit d'exister. Exactement. Et je n'aime pas mettre au pylône un truc que tout le monde a adoré 2 mois avant. Ouais, Donc, d'accord. je déteste quand on me pose sa Moi, question. j'ai bien fait de pas vous la poser. Exactement. Question à 9 €, le prix d'un album sur iTunes. Quelle est la chanson ou le film qui, pour vous, définit le mieux notre société actuelle? Alors, je pensais, parce que j'ai vu récemment Le Grand Bain et que j'ai été émue par Philippe Catherine, Ouais. et donc je trouve que ces personnages reflètent assez bien l'époque, justement, d'une certaine fragilité, d'une certaine ambiguïté, d'un humour qui m'a touchée, et je trouve que Oui, c'est il est vrai ce personnage. voilà, un personnage qui représente, en tous les cas, une ouverture à la différence. Et question à 149 €. Ah non, 1499 €, je voulais mettre. Le prix d'un lit futon. Vous qui avez travaillé récemment, vous le disiez, à la fois sur le thème de l'opulence et du minimalisme, pour vous, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce qu'il vaut mieux se dire on peut toujours plus? Ou est-ce que trop est l'ennemi du bien? Alors moi je dirais less is more. Parfait. Bon, merci beaucoup Elisabeth. Merci à vous. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à laisser un commentaire sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez, à suivre Décodeur sur Instagram, bref, à me faire des retours et surtout à en parler autour de vous. Merci et à la semaine prochaine.